Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. J'ai hâte de vous entendre sur l'actualité chargée que nous venons de vivre évidemment cette semaine. On va commencer Michel par la chute du gouvernement de François Bayrou. L'Assemblée nationale lui a sèchement refusé la confiance après qu'il ait proposé un budget concernant quelques pistes d'économie et la suppression de 2 jours fériés dans la foulée. Contrairement à son habitude, le président Macron a rapidement nommé son successeur à Matignon, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui était pressenti à ce poste depuis des mois. Un proche du président, un politicien habile qui devra composer avec un Rassemblement national récalcitrant et surtout un parti socialiste qu'il faudra tenter d'amadouer pour éviter une chute précipitée. Il y a eu aussi, Michel, la journée de mobilisation du 10 septembre avec de nombreuses actions violentes, mais pas de blocage du pays, contrairement à ce qu'espérait Jean-Luc Mélenchon et ses sbires qui n'ont eu de cesse de jeter de l'huile sur le feu. On verra que ceux qui avaient un drapeau français à la main se sont fait éjecter avec beaucoup d'agressivité des cortèges, tandis qu'il y avait des drapeaux palestiniens partout. On verra ce que cela veut dire pour vous. L'affaire qui touche France Inter, 2 de ses journalistes vedettes ont été filmés à leur insu lors d'un déjeuner avec des responsables socialistes, fomentant une sorte d'attaque en règle contre Rachida Dati, qui ambitionne d'être maire de Paris l'an prochain. L'un de ces journalistes, Thomas Legrand, a été contraint d'abandonner son émission, mais il reste sur la radio de service public. Sur le fond donc, rien ne change. Que symbolise pour vous cette affaire? Je sais que vous avez quelque chose à nous en dire. Israël a décimé lors d'une frappe aérienne chirurgicale l'état-major du Hamas, réfugié au Qatar, des hommes milliardaires qui pilotaient depuis Doha les actions du groupe terroriste responsable des massacres du 7 octobre. L'État israélien qui affronte les critiques du monde entier alors que son intervention armée à Gaza se poursuit. Emmanuel Macron s'apprête à reconnaître officiellement le 22 septembre prochain, avant la réunion de l'ONU, un État de Palestine. Est-ce la solution pour vous, Michel? Y a-t-il une solution? Je vous poserai la question. Enfin, le point philo. Nous allons relire du La Boétie avec son discours de la servitude volontaire. De qui ou quoi le pouvoir tient-il sa force? Eh bien de la servitude volontaire, cruellement d'actualité, mon cher Michel. Quel menu? C'est parti pour aujourd'hui. On commence par François Bayrou. Allons-y. Votre préféré? C'est la fin de l'ère Bayrou à Matignon. L'élu de Pau a tiré sa révérence lundi, vous le savez, après un vote de confiance qui lui était sèchement refusé par les députés de l'Assemblée nationale. Il n'avait pourtant pas ménagé ses efforts pour tenter de convaincre de l'urgence de la situation du côté de nos finances publiques. On l'écoute. Je ne crois pas qu'on va rester dans la division et je ne crois pas non plus que nous allons demeurer un pays dans lequel élus ou forces politiques vont continuer à prétendre que le réel n'existe pas, vont continuer à prétendre que non, on ne veut pas voir, on refuse de voir, et que c'est à partir de là qu'on bâtit l'avenir. Je crois exactement le contraire. Je pense que nous devons inventer le monde nouveau qui s'impose, qui va s'imposer, mais le faire à partir de la réalité. Voilà pour le dernier discours de François Bayrou. Son appel n'a pas été entendu. Michel, l'Assemblée nationale, même parmi le bloc central, lui a dit non, au revoir. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire il est très heureux, Bayrou, il est toujours dans l'opposition, là, c'est formidable. Il y a qu'à, il devrait, je crois, je pense... Bâtir le monde nouveau. Bâtir le monde nouveau, tant qu'à faire. Ça fait 50 ans qu'il y invite, et là on lui a dit, vous avez 9 mois, essayez-vous à faire un petit peu, quoi, juste pour commencer, et puis rien, quoi. C'est-à-dire il y a quelque chose de pitoyable, c'est l'échec d'un homme, mais pas seulement, c'est l'échec d'un trajet, d'une carrière, c'est l'échec d'une vie entière. D'un système politique aussi. Ah oui, mais ça, on est d'accord. Ah bah oui, oui. On est d'accord. Mais le système politique, c'est lui aussi. C'est-à-dire ces gens qui nous disent « Ah, mais la dette, elle a été creusée. » Mais par qui? Mais par lui. Quand on lui dit « Mais vous avez voté tous ces budgets. » Oui, mais parce que les Français le demandaient. Mais depuis quand est-ce qu'on s'occupe des Français maintenant chez les Maastrichtiens? On s'en moque des Français. Donc quand il s'agit de dire « Ah oui, mais ça, c'est peut-être pas bon pour les Français, mais c'est bon pour l'État, etc., ou l'Europe surtout, évidemment. » Dans ces cas-là, il se moque bien du peuple français. Non, il y a quelque chose de pitoyable, et en même temps, je ne comprends pas trop le fonctionnement du cerveau de Bayrou. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi est-ce qu'il se suicide? Parce qu'il l'a choisi. Hein, oui, il l'a choisi. Il l'a choisi lors de son départ, c'est sûr. Il a surtout choisi avec une méthode assez singulière, c'est-à-dire, je prends tout le monde de court, et puis je vous demande la confiance. On dit, mais confiance sur quoi? Mais d'où sortez-vous cette proposition? On aurait pu en parler. Mais vous étiez tous en vacances, sauf moi. Mais c'est assez pitoyable.
C'est un débat bas de gamme. On commence par dire, tant pis pour vos vacances, j'ai des propositions à vous faire, je vous vois en juillet, en août, on fait des propositions, on arrête des choses, je vous donne ceci, je donne cela, des trucs de marchand de tapis. Du genre, j'ai l'intention de ne pas supprimer de jours de congé, mais je dis que j'ai l'intention d'en supprimer 2, puis on finit par en lâcher 1, puis en lâcher 2. Ça s'appelle la négociation politique, c'est des trucs de marchand de tapis. Et puis après, on finit par obtenir une confiance. Donc là, il dit, je vais directement vous demander une confiance que je n'ai pas sollicitée autrement que sur le mode un peu brutal, et je perds. Alors, où il a derrière la tête cette idée qui lui permettra de dire, vous avez vu, moi je vous ai annoncé des choses, je n'ai rien pu faire parce que le Premier ministre ne peut rien faire, c'est seul le chef de l'État, désormais je vous sollicite pour être le chef de l'État. Ça peut être ça, je n'en sais rien, je ne sais pas s'il y a ça dans sa tête. S'il n'y a pas ça dans sa tête, ce qui est déjà pas très malin, pas très joli de toute façon, c'est pitoyable de s'être comporté comme ça. Allez, deuxième évidemment sujet, c'est Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Ça a été très rapide, on pensait que le président allait prendre son temps comme d'habitude. Non, il a nommé très vite Sébastien Lecornu, il est un peu pressé par certaines échéances, le président Macron. On va écouter les mots qu'a employé Sébastien Lecornu. Il dit qu'il faut créer une rupture et travailler plus sérieusement avec les oppositions. Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Et notamment travailler plus sérieusement avec les oppositions. Est-ce que ce discours résonne à vos oreilles de façon agréable ou pas, Michel Onfray ? C'est une fessée, là. Il prend une fessée, François Bayrou. Oui. C'est quand même assez sidérant. Oublions François Bayrou, concentrons-nous sur Lecornu. Il y a aussi ça. Lecornu, il est tout vierge, si je puis me permettre l'expression. Il est tellement vierge qu'il a fait 10 ans qu'il fait de la politique que personne ne s'en est aperçu. Et qu'il y a un bruit qui court dans les rédactions que ça aurait été un grand ministre des Armées. Ah bon ? Où et quand ? Quelle bataille a-t-il gagné ? Quelle guerre a-t-il conduite ? Dieu merci, il n'a pas eu à mener de guerre. Oui, mais enfin, c'est son boulot. Il a fait des choses pas terribles en Afrique. Il fait les choses que Ursula von der Leyen lui demande de faire à Bruxelles concernant l'Ukraine. C'est pas ça, un grand ministre de la Défense, de la guerre, comme dirait Trump. Parce que lui, au moins, il appelle les choses telles qu'elles sont. Ministre de la Défense, on n'est pas attaqué par l'Ukraine, donc on fait la guerre. Il était ministre des Armées, d'ailleurs, pas de la Défense. Oui. Enfin, après, ça change. La Défense, les armées, l'espace, etc. On a des formulations qui nous permettent de noyer un peu les choses. Mais il nous dit mes grands-parents étaient dans la résistance, donc je suis gaulliste. Mais d'où il sort ça ? C'est pas les grands-parents qui font qu'on est gaulliste. On est gaulliste quand on ne vote pas oui à Maastricht, c'est-à-dire quand on garde la souveraineté nationale. On est gaulliste quand on défend la souveraineté du pays dans le monde entier. Où l'a-t-il défendu ? Il défend la souveraineté de l'Europe depuis 10 ans. On ne fait pas plus macronien que lui. Cette nomination, c'est le 3e crachat sur le visage des Français. Parce que les Français ont voté. Quand tu dis les institutions, il faut changer les institutions, mais pas du tout. Quand on a des empereurs du genre Caligula ou Néron à la tête de l'État, ce ne sont pas les institutions qu'il faut changer. Les institutions, elles disent c'est le peuple qui est le souverain. Ou alors on dit c'est fini, et puis c'est fini. Si le peuple est souverain, on dissout et on sollicite le peuple. Très bien. On sollicite le peuple, on lui demande ce qu'il veut. Le peuple, il dit, nous voulons le Rassemblement national. Il veut tellement le Rassemblement national que je crois qu'il y a des gens qui ont remboursé, qui ont payé les partis en fonction du nombre d'électeurs qui ont été les leurs et qui arrivent en tête le Rassemblement national. Alors il y avait même une hypothèse un peu fourbe chez Emmanuel Macron. Il aurait très bien pu dire, il y a 3 places finalement sur le podium. La première, c'est le Rassemblement national comme parti. La deuxième, c'est le Nouveau Front Populaire comme rassemblement de partis. Puis la troisième, c'est la force centriste, comme on dit. Donc, c'est les derniers. Donc, s'il avait voulu être vraiment gaulien, il disait, c'est le premier parti, point à la ligne. Il aurait pu dire, oui, mais c'est pas le premier parti, c'est le premier parti qui a fait partie avec d'autres partis. Bon, on aurait pu dire, oui, mais qu'y a-t-il de commun entre tous ces gens-là ? Eux avaient dit, nous avons une figure commune qui est Madame Lucie Castet. Alors, il aurait très bien pu dire, c'est Lucie Castet. Il y avait 2 hypothèses. La première, il était strictement gaulien, il disait c'est Jordan Bardella. La deuxième, il pouvait, rien ne lui interdisait de dire qu'il y avait une majorité et qu'elle était portée par Lucie Castet. Ça, c'était défendable. Mais la chose qui n'était pas défendable, c'est de dire les derniers seront les premiers. C'est-à-dire le bloc dit central. C'est pas un bloc central, c'est un bloc maastrichtien avec une idéologie ultralibérale et qui suppose que le pouvoir n'est plus souverain et français, mais qui se fait à Bruxelles. Eh bien, il nous a dit, Macron, vous aurez Barnier,
vous aurez Bayrou et vous avez désormais le Cornu. C'est-à-dire ceux qui sont arrivés les derniers. C'est pas acceptable. Et puis, quand on va en parler, mais je veux dire, quand le peuple dit nous allons dire qu'on va tout bloquer, là, vous avez des gens qui, eux aussi, jouent contre le peuple, et pour le coup, il s'appelle Mélenchon. Alors, Sébastien Lecornu dit aussi qu'il faut mettre fin au décalage entre la situation politique et le quotidien des Français. Il a bien compris que le fossé était maintenant béant et que les Français n'adhéraient plus, mais n'écoutaient même plus les politiques. Michel Onfray. Mais alors les demi-habiles ou les demi-savants, quand on leur dit pays réel et pays légal, sautent sur leur chaise en disant Maurras. Je rappelle ou j'apprends à ces gens-là que l'opposition entre le pays réel et le pays légal, avant que ça se trouve chez Maurras, était chez Victor Hugo. Dans Les Misérables, donc l'expression pays réel, pays légal, et chez Victor Hugo. Je ne sais pas si Maurras a emprunté la formule à Victor Hugo. Toujours est-il qu'il y a un pays réel et un pays légal. Le pays légal, c'est le pays de la représentation. La représentation ne coïncide pas avec le pays réel. Les gens ne sont pas représentés. Ils sentent bien qu'ils ne sont pas représentés. Vous avez reparlons-en de Lecornu quand il passera le pouvoir à je ne sais qui, peut-être Gabriel Attal le retour, et qu'il aura dit il faudra des ruptures et pas seulement. C'est terrible ce qu'il dit à Macron, à Bayrou. Il faudra des ruptures, pas seulement dans la forme, pas seulement dans les mots, il faudra changer des choses, etc. Il le dit un petit peu à Macron aussi. Pardon ? Il le dit aussi un tout petit peu aussi à Emmanuel Macron en disant qu'il faut des ruptures. Il est en train de s'exprimer. Oui, mais c'est un message qu'il envoie aussi. Parce que Macron dit aussi qu'effectivement, c'est pas de sa faute, qu'il y est pour rien. Et que si ça va mal, c'est parce que d'abord, il y a le brainwashing de CNews, mais qu'ensuite, il y a des ministres qui ne sont pas à la hauteur. Vous savez, l'arrogance de Macron fait qu'il prétend qu'il a une pensée complexe. Moi, qu'on me présente d'abord sa pensée, puis je vous dirai si elle est complexe. J'ai plutôt tendance, a priori, à croire qu'elle est simple, peut-être même simpliste ou simplette. Quand Emmanuel Macron entend son Premier ministre, il pense bien que ça ne le concerne pas lui-même. Ils sont comme Schmitt, je ne sais plus, j'ai oublié l'expression, mais l'un et l'autre depuis une dizaine d'années. Donc non, ce que dit le Premier ministre, c'est ce que pense Macron, si tant est qu'il pense comme il pense, et nous savons comment il pense. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Parlons maintenant du Rassemblement national, du positionnement du Rassemblement national et de Marine Le Pen dans la nouvelle équation avec Sébastien Lecornu comme Premier ministre. Elle a dit pas de censure automatique. Donc elle ne veut pas faire systématiquement tomber les gouvernements. On l'écoute. Jamais nous n'avons été dans un état d'esprit de censure automatique. Jamais. Nous avons toujours été clairs, nous avons toujours été transparents, nous avons toujours dit, et notamment pour les budgets, quelles étaient les aspirations qui sont celles de nos électeurs et que nous entendons défendre. Donc nous n'avons jamais été dans un état d'esprit de censure automatique. Mais il faut bien dire que manifestement les premiers ministres se suivent et se ressemblent et ne semblent pas tirer les leçons des échecs de leurs prédécesseurs, ce qui pose une certaine difficulté. Voilà, Marine Le Pen, qu'on vient d'entendre, Michel Onfray, et qui continue à réclamer une dissolution. Est-ce que ça serait la solution, cette dissolution ? Non, enfin oui, ça pourrait l'être, mais non, parce que je veux dire que la dissolution, elle a déjà eu lieu, le peuple s'est déjà exprimé. La solution, ce serait de faire avec ce que le peuple a dit. Il y a un déni de démocratie qui est évident dans cette aventure, et je crains que ce genre de proposition, une nouvelle dissolution, entraînerait peut-être un Rassemblement national supérieur dans les résultats, et entraînerait la même réaction, c'est-à-dire un quatrième crachat d'Emmanuel Macron qui dirait « j'en ai rien à faire ». J'ai vu que Philippe de Villiers initiait une pétition. Voilà. Mais la populicide, parce qu'il part du principe que le peuple français est en train d'être dissous. Oui, c'est un mot que j'ai sorti il y a très longtemps. Ça fait un petit moment que j'en parle, parce que je l'ai retrouvé chez Gracchus Babeuf, et j'en ai moi-même parlé, donc je suis très heureux qu'on en parle enfin de cette manière-là. Mais je pense qu'il y aurait-il 3 millions de signatures à cette pétition que Macron dira « et alors ?» Et alors, je n'en ai rien à faire. Crac, crac, poubelle. Quand il dit « je n'ai rien à faire de vos votes », crac, crac, poubelle, et vous pensez bien qu'il ne va pas dire « ça m'émeut, 2 millions de Français ont signé une pétition ». Il va juste vous dire « mais attendez, la République française, il va nous faire le coup du général de Gaulle avec des trémolos dans la voix en nous expliquant que c'est la souveraineté du peuple et que ça ne saurait être la rue, que la pétition c'est la rue, etc. » Donc c'est une bonne idée, mais ce sera une pétition de plus. Il n'a rien fait de ce que le peuple demande depuis toujours. Quand il a fait le Tour de France au moment des Gilets jaunes avec les fameux
fameux cahier de doléances. Qu'a-t-il fait de ces cahiers de doléances? Rien, poubelle. Qu'a-t-il fait des votes des Français quand ils ont dit ce qu'ils ont dit aux européennes? Rien, poubelle. Quand les Français ont voté, quand il y a eu les élections législatives, rien, poubelle. Pensez bien que lui qui se moque du suffrage universel et qui déchire les résultats électoraux, quand il aurait une pétition, y compris une très grosse pétition, il la jetterait tout autant à la poubelle. Alors, ça permettra d'abord de populariser ce mot pour lequel j'ai beaucoup fait, et puis l'idée et l'expression, et c'est tant mieux, plus on dit effectivement qu'on se moque du peuple et qu'on méprise le peuple et que Macron est le chef en matière de populicide, mieux ce sera. C'est une affaire de communication. Mais la politique ne se fera pas avec ce monsieur, ni avec les élections, ni avec les pétitions, encore moins avec les pétitions, puisque déjà il se moque des élections. Je pense que ce monsieur ne reconnaît que la force, que la violence et que la menace du sang. Souvenez-vous, les seules fois où il a commencé à trembler, je dirais, c'était au moment des Gilets jaunes. C'est le monsieur qui dit « non, qu'à venir me chercher, traverser la rue, venez me voir, et puis etc. » Il y avait un hélicoptère au cas où on serait vraiment venu le chercher. Donc effectivement, le problème, c'est que quand il y a un mouvement populaire, il y a tout de suite un Mélenchon qui est là et qui peut appeler Macron en disant « ne vous inquiétez pas, je vais calmer le jeu, on va brûler 3 poubelles et puis on vous épargne, le lendemain vous serez toujours au pouvoir. » Justement, Michel Onfray, on va parler de la France insoumise. Il y a d'ailleurs ce nouveau numéro de Front Populaire que je signale à nos auditeurs et téléspectateurs, La gauche contre le peuple, les nouvelles résistances. Et on y voit Jean-Luc Mélenchon armé d'un marteau avec plusieurs cravates du Parti socialiste, du Parti communiste, aidez-moi des écologistes et le drapeau palestinien. Oui. C'est ça. Écoutons juste Mathilde Panot qui, elle, continue à réclamer le départ d'Emmanuel Macron. Vous avez raison d'avoir peur. Le dégoût suscité par votre politique s'est donné rendez-vous le 10 septembre. Ce jour agit comme un formidable encouragement à l'action. Le mouvement aura obtenu une victoire avant même son commencement, la chute de votre gouvernement et la défaite de votre budget. À présent, il ne reste plus beaucoup d'options aux forcenés de l'Élysée. Le président ne souhaite pas changer de politique, alors il nous faudra changer de président. Ne lui en déplaise, en cette rentrée, la souveraineté populaire revient à la mode. Le dégagisme aussi. Partez aujourd'hui, Monsieur Bayrou. Emmanuel Macron vous suit de près. Le peuple s'impatiente. Il a tout un monde à inventer. Madame Mathilde Panot, chef du groupe LFI à l'Assemblée nationale, elle a utilisé le mot souveraineté. Oui. Michel Onfray. Non, mais elle n'a pas dit que des sottises, bien qu'elle en dise souvent, beaucoup. Et je voudrais rappeler quand même aux personnes qui nous écoutent que cette dame a appelé à voter Macron aux dernières présidentielles. Et qu'au présidentiel d'avant, elle avait déjà appelé à voter Macron. Donc quand effectivement il nous dit le 10 ce sera un succès et qu'on découvre le 11 que c'est un échec, ils ne disent évidemment pas que c'est un échec, mais si c'est un échec, c'est parce que justement ils travaillent pour Macron, ces gens-là. Parce qu'il s'agit tout de suite de parler du fascisme, du nazisme, de la Shoah, de Radour-sur-Glane, dès qu'il est question pour le peuple de revenir au devant de la scène. Mais quand il faut choisir, Madame Panot, elle vote comme Monsieur Macron, elle vote comme Monsieur Bayrou, elle vote comme tous les gens sur lesquels elle prétend cracher, ou du moins elle crache quand il s'agit des caméras de la télévision de l'Assemblée nationale. Mais ces gens-là défendent le système. On a vu d'ailleurs Mélenchon et Macron quasiment s'embrasser sur le port de Marseille quand l'autre disait je suis un peu excessif, mais moi je suis un peu marseillais, moi Mélenchon, donc et Macron qui buvait du petit lait dans le genre, mais oui, mais bien sûr, c'était presque mon cher Jean-Luc. Et on voit bien que ces gens-là bloquent le système, tous ces gens-là bloquent le système, c'est-à-dire ils font semblant de vouloir que ça change, mais globalement, ça va bien, ils ont les bons restos, ils ont les bons chauffeurs, ils ont la bonne vie, ils ont les bonnes payes, c'est de la politique politicienne, ça leur permet de bien vivre. Donc évidemment, ces gens-là parlent du peuple, c'est peut-être ça le pire, c'est-à-dire cette façon de tromper, je ne voudrais pas utiliser un mot grossier, mais cette façon de tromper le peuple en permanence. Le peuple est trompé par Macron, mais il est trompé par ceux qui disent être contre Macron et finissent par, in fine, par dire au deuxième tour des élections, votez pour lui. Et c'est une façon de confisquer la parole aussi du peuple. Mais bien sûr. Qui est évidente. Parlons un tout petit peu de cette journée du 10 septembre que vous avez évoquée, qui était annoncée comme bloquons tout, etc. Le pays n'a pas été bloqué, ça c'est une évidence. 80 000 policiers et gendarmes déployés, le dispositif sécuritaire était maximum. Il y a eu des jets de forêt, il y a eu des poubelles brûlées, évidemment des pavés lancés contre les forces de l'ordre. On va juste écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, démissionnaire mais toujours en fonction, qui dénonce les partis politiques derrière ces mots d'ordre, parce qu'évidemment, c'était l'ultra-gauche qui était à la manœuvre.
Autre enseignement, celui que l'on pressentait, c'est qu'il y a une forme de confiscation, de détournement de cette mobilisation. Il y a des compatriotes qui ont une colère, des fins de mois difficiles qui peuvent légitimement exprimer, mais on voit bien qu'il y a eu ce détournement, notamment par le mouvement d'extrême gauche. Ce mouvement d'extrême gauche, c'est la France Insoumise. Et on a eu même un tweet de la députée Alma Dufour qui dit derrière qu'on voit devant une palette enflammée, dans la joie et les flammes. C'est une ode à la violence ? Député La France Insoumise, élu avec les voix de M. Édouard Philippe, qui fut Premier ministre d'un certain Emmanuel Macron. On cherchait l'erreur. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais j'avais vu les images de Mélenchon à Lille. Les images sont produites par, sont offertes, données, je ne sais pas, enfin, sont faites par la France Insoumise. Et nous, quand on est devant notre télévision, on regarde, c'était sur une chaîne concurrente, j'ai regardé, et on avait de temps en temps un drapeau bleu-blanc-rouge devant la caméra. Ah, comme c'est formidable. Et donc le plan est très serré, et on a le comte Ducator qui est en train de parler. C'était un meeting à Lille, hein, c'est ça ? Oui, c'était le meeting de Lille où il prend la parole, et on a de temps en temps, ça cache même le visage du leader Maximo, un drapeau bleu-blanc-rouge. Du genre français qui nous regardait, nous défendons la France. Alors, in fine, on a le personnage qui nous dit qu'il y a une nouvelle France, il y a un nouveau peuple, il y a une nouvelle République, etc. Mais enfin, on ne crache pas pour le coup sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Et puis, le plan s'élargit. Et donc, pour le coup, on ne voit plus la tête du chef, mais on voit la scène, on voit tous les gens qui sont là, avec tous ses copains avec le poing tendu. Et puis, quand on écarte, quand on ouvre le champ, qu'est-ce qu'on voit ? Des drapeaux palestiniens. Partout. On ne voit que des drapeaux palestiniens. Il y en avait énormément dans les manifestations. Mais c'est le parti de l'étranger. Est-ce que les gens qui descendent dans la rue, à Caen par exemple, et qui défilent en disant Free Palestine, etc., est-ce que c'est le mode de société que ces gens-là veulent ? Qu'ils aillent faire un tour ? Moi, j'y suis allé dans ces territoires et j'ai pas du tout envie de vivre sur ce principe-là. C'est-à-dire que quand il y a de l'homophobie, quand il y a de l'antisémitisme, quand il y a de la misogynie, quand il y a de la phallocratie, on veut ça ? Et on prétend qu'on veut le contraire de la misogynie, etc., etc. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Les homosexuels qui défendent Free Palestine, etc., qu'ils aillent faire un tour avec un drapeau LGBT à Gaza. Alors, pas tout de suite. Hélas, Gaza est impossible à visiter. Mettons tout ça entre guillemets. Mais il y a une politique éminemment homophobe, éminemment antisémite, on le sait, éminemment phallocrate et misogyne, etc. Et ces gens-là nous parlent de liberté. Alors, on comprend qu'ils détestent la France. On comprend aussi que quand une dame qui a été filmée dit « mais moi ils m'ont mis à la porte parce que j'avais un drapeau bleu-blanc-rouge » et que l'un d'entre eux dit « il faut être internationaliste », on voit bien que pour qui il roule. Écoutez-la. Je quitte la manifestation parce qu'en fait on m'a arraché, j'avais mon drapeau sur la tête, j'avais un très beau chapeau avec le drapeau et on m'a arraché le drapeau et j'ai essayé de protéger une autre personne du groupe là qui commençait à se faire tabasser. Donc je me suis mis entre en pensant que ça allait calmer, mais non, il était très excité. Et en gros, on nous a dit de partir parce que on voulait pas de facho et que je dis mais non, je suis pas facho, j'ai un drapeau français, je suis française, j'ai le droit d'être là. On m'a dit non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. C'est limpide dans ce qu'elle dit. On s'en fout. La France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Mais oui, parce qu'ils ont confisqué le mouvement. On voit d'ailleurs, cette dame, elle a une pancarte, c'est écrit Frexit dessus. Ça m'intéresse, moi. On aurait pu faire un plan un petit peu plus large, mais donc il y a cette France que j'aime, c'est-à-dire les gens qui nous disent on défend la France, on défend la souveraineté nationale. Elle dit j'ai un beau chapeau, elle est jolie cette femme, je présume qu'elle avait effectivement un joli chapeau. L'idée qu'on puisse lui jeter son chapeau et lui dire il faut être internationaliste. On a Trotsky, quoi. Et qu'est-ce que c'est l'internationalisme? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens de penser aujourd'hui qu'on doit pouvoir ouvrir toutes les frontières et qu'il faut aimer tout le monde, pourvu que ce soit très lointain, celui qu'on aime, alors que son prochain le traite de facho. C'est-à-dire les gens qui sont internationalistes ne sont pas capables de faire commencer leur internationalisme à la voisine qui est dans la même manifestation qu'eux. Donc on aime son prochain pourvu qu'il soit très lointain, mais si son prochain est vraiment prochain, c'est-à-dire proche, alors là pour le coup on le traite de facho. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot, c'est le truc, c'est le mot valise en fait. Ça montre d'abord une inculture totale. D'abord des gens qui, c'est intelligence avec l'ennemi que de défiler avec des drapeaux étrangers, quel que soit le drapeau étranger. Quand on apporte un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, c'est intelligence avec l'ennemi. Quand on s'en va en Algérie, qu'on embrasse le drapeau algérien et qu'on s'en vient faire l'éloge du régime algérien, c'est intelligence avec l'ennemi. Quand on s'en vient nous dire, je donne pas les noms pour éviter des problèmes avec l'ARCOM, enfin chacun aura compris qu'il y avait derrière chacune de mes formules
virgule, un individu, un personnage, un ou une députée. Quand on s'en vient nous dire que l'Algérie est le pays des droits de l'homme, ça s'appelle intelligence avec l'ennemi. Quand on s'en vient nous faire savoir que à Gaza c'est formidable, etc., ça s'appelle intelligence avec l'ennemi. Quand on nous dit l'Iran formidable, fantastique, merveilleux, les imams, c'est tellement, les ayatollahs, pardon, c'est tellement formidable, toujours intelligence avec l'ennemi. Jadis, l'intelligence avec l'ennemi, c'était le peloton d'exécution. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ouverture des médias, c'est la possibilité d'avoir une tribune à France Inter, c'est la possibilité de s'exprimer sur le service public, etc., etc. Donc effectivement, il y a un choix de la part de Mélenchon d'être le parti de l'étranger sous prétexte d'internationalisme et d'installer son pouvoir personnel via l'islamo-gauchisme. C'est pour lui un instrument. C'est un instrument pour parvenir au pouvoir. Je ne sais pas si ceux qui trimballent ces drapeaux ont compris qu'ils sont les idiots utiles d'un trajet personnel. Il n'y a chez Mélenchon qu'un trajet personnel. 25 ans socialiste, sénateur, 25 ans à défendre les idées des socialistes, des années à défendre Mitterrand et à faire partie du gouvernement Jospin, et un personnage qui a voté non à Maastricht, et qui avait insulté les Danois qui avaient voté non à Maastricht. C'est ça, le trajet personnel de M. Mélenchon, qui aujourd'hui veut une nouvelle France, et estime que l'avenir de la France, c'est la bande de Gaza. Que l'avenir de la France, c'est le Téhéran des ayatollahs. Que l'avenir de la France, c'est le Alger de M. Tebboune. Intelligence avec l'ennemi. Je veux dire, on a quand même le droit d'aimer la France, d'aimer le drapeau, de se retrouver dans une manifestation où cette dame honore l'esprit d'origine de cette manifestation. C'est-à-dire de dire... Le plus terrible, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient manifester vraiment pour les salaires, pour dire on veut travailler, les salaires, le diminuement de notre métier, la souveraineté nationale, le Frexit en disant mais l'Europe fait des choses terribles. J'ai vu que Mme Ursula von der Leyen, par exemple, voulait qu'en matière de politique étrangère, on cesse de demander le vote majoritaire. Arrêtons de voter, donnons à Mme Ursula von der Leyen la possibilité, en donnant un coup de fil à Macron, de décider de notre politique étrangère en Ukraine, en disant allons menacer Vladimir Poutine, et puis on n'a rien à faire de ce que pense le peuple. Pendant ce temps-là, il se passe ce genre de choses. Mélenchon veut arriver au pouvoir, est capable de précipiter la France dans une dictature. Ça reste une dictature. Personne ne peut vouloir, enfin je ne sais pas, chez ces gens-là, mais qui peut vouloir un pays dans lequel les femmes sont, je ne me dis même pas voilées, mais sont les inférieures des hommes, dans lesquels les homosexuels sont persécutés, dans lesquels la laïcité est interdite, pays dans lesquels une voix dissidente est interdite. Les voix dissidentes aujourd'hui, elles sont interdites par des insultes, mais on peut aussi fermer des chaînes. Quand on a commencé à fermer CNews, pas CNews, non, Russian Today et Sputnik à l'époque, personne n'a bougé. Mais moi, si j'allume ma télévision aujourd'hui, je peux avoir Al Jazeera sans problème. Donc on peut écouter Al Jazeera, mais on ne peut plus maintenant écouter Russian Today. Et puis après, ça a été C8. Et puis aujourd'hui, on a des gens qui clairement disent que leur idéal, c'est de fermer d'autres chaînes, dont CNews. Donc ces gens qui nous parlent de liberté, d'égalité, de fraternité, de révolution française, nous trompent. Et surtout, ils trompent le peuple. D'où l'intérêt de ce numéro, la gauche contre le peuple. Je renvoie encore une fois à votre numéro de Front Populaire, qui est admirable. Parce qu'on fait l'analyse de cette gauche qui ne défend plus le peuple. Alors qu'il y a une gauche qui défend le peuple, c'est la mienne. Je veux dire, il y a une dame qui s'appelle Sarah Wagenknecht, on a un ami qui est en train, Georges Kuzmanovic, qui est en train de travailler, qui est une femme extrêmement intéressante parce qu'elle est de gauche sur le terrain social et sur le terrain sociétal, elle est contre l'immigration parce qu'elle dit mais ce sont les ouvriers, les gens les plus simples, les plus modestes qui paient le prix fort de l'immigration. Mais nous, on a une espèce de répartition des rôles, c'est ce qui fait que Jean-Marie Le Pen a rendu impossible la question de l'immigration. Parce qu'avec ses saillies antisémites, ses propos antisémites, on n'avait pas envie d'être du côté de Jean-Marie Le Pen. Et il a confisqué la question de l'immigration. Et quelqu'un comme en face, Jean-Pierre Chevènement aurait pu dire mais non, le drapeau français appartient à ceux qui s'en emparent, et ça peut être aussi la gauche, et puis défendre justement une politique de gauche qui soit critique sur la question de l'immigration. C'est déjà le cas actuellement au Danemark, par exemple. Et ce que nous défendons ici, c'est une gauche qui dit que sur l'immigration, il y a des problèmes. On ne dit pas zéro immigration. On dit qu'il faut de l'intégration, qu'il faut de l'assimilation, qu'il faut travailler à une véritable politique, ce qui n'est plus le cas d'un Mélenchon qui dit au contraire ouvrons la France et surtout dégager ceux qui sont des Français de souche qui n'existeraient pas, selon ces gens-là, eh bien dégager, laisser la place. Michel Onfray, on va évoquer maintenant l'affaire France Inter avec cette vidéo qui a été captée à leur insu de 2 journalistes de la station publique, attablés avec 2 responsables socialistes, un échange qui portait sur la situation politique et notamment sur Rachida Dati et les municipales à Paris. Nous, on va faire ce qu'il faut, a affirmé Thomas Legrand. Il a été contraint d'abandonner son émission hebdomadaire, mais il continue d'intervenir sur l'antenne. La ministre de la Culture qui était mise en cause, Rachida Dati, a vivement réagi en dénonçant des journalistes du service public et de
Libération, et affirmant que chacun doit prendre désormais ses responsabilités. Rien n'a bougé depuis. Thomas Legrand a juste renoncé temporairement à son émission hebdomadaire, et c'est tout. Est-ce que l'affaire va en rester là, à votre avis ? Bien sûr. Mais bien sûr. Le dit Cohen, là, il a quand même fait savoir à une époque qu'il y avait une liste noire. Ça aurait dû commencer là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une liste noire de gens qu'on n'invite pas. Je sais, j'en fais partie. Oui, sur le service public. Oui, on devrait dire, expliquez-nous. Il s'est d'ailleurs un peu expliqué, en disant qu'il y avait des gens tellement nauséabonds, parce que ces gens-là pensent avec leur nez, qu'il n'était pas question de les inviter au micro de France Inter, parce que ça leur appartient. Ils sont propriétaires du service public. Donc ils ont privatisé le service public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on n'invite jamais, puis il y a aussi des gens dont on parle pour leur casser la figure. J'ai un certain Fabrice Drouel, qui fait des ménages un peu partout d'ailleurs, qui m'a consacré une émission qui s'appelle Affaires sensibles. Habituellement, c'est pour Landru, c'est pour des gens comme ça. Je suis à moi-même une affaire sensible. Je fais un petit mot d'ailleurs, un peu ironique. Enfin, j'ai fait une réponse sur ma web TV. Et il m'a envoyé une lettre en disant « Vous êtes méchant avec moi, je suis gentil avec vous ». Je lui ai dit « Vous êtes incroyable ». Je ne rentrerai pas dans le détail de cette émission qui est même insultante de manière officielle. Convoque ma compagne décédée pour expliquer que je suis devenu un type fasciste parce que j'ai perdu mon surmoi. Ils ont cherché, même pas nommé le sociologue, qui est d'ailleurs prétendument sociologue, mais qui a servi à ce genre de choses. Mais le service public, c'est une machine de guerre. France Inter, France Info, etc., c'est la radio soviétique, c'est la voix de son maître. Et là, d'un seul coup, on voit bien, on soulève un peu le rideau et on découvre que deux têtes pensantes du service public sont là en train de dire, bon, on va régler son compte à celle-ci, puis on va avancer celui-là. On va s'en occuper, c'était pas on va régler son compte, on va s'occuper de ça. Oui, parle de mensonges, qu'il fasse les mensonges de Mme Dati, qu'il porte plainte en disant qu'elle ment, et puis qu'il aille au tribunal, et puis qu'il fasse la démonstration qu'il y a mensonge. La radio publique n'est pas le lieu où on décortique les mensonges, ou alors on fait vraiment une émission comme ça, puis on va décortiquer les mensonges de ces gens-là, sur la même radio. Je rappelle qu'une radio de service public devrait dire 40% des gens votent pour Madame Le Pen, 40% des émissions doivent pouvoir refléter ce courant de pensée. Y a-t-il jamais un journaliste qui soit encarté au Rassemblement National ou sympathisant du Rassemblement National ? Jean-Michel Aquili qui aurait pu aider... Jean-François, pardon. Oui. Et qui aurait pu aider Jordan Bardella, s'est trouvé viré sur une espèce de présomption seulement sur ce genre de choses. Mais par ailleurs, on a le droit de dire non, nous on fait des listes noires avec des gens qu'on interdit et personne ne bouge. Voilà. Tout le monde le sait depuis des années que je le dis, ça fait 10 ans que je suis interdit de service public, ça ne gêne personne. Et s'il y a vraiment un problème avec les médias, aujourd'hui c'est CNews, si on en croit ces gens qui sont des amis de la France insoumise. Non, au contraire, ils estiment que c'est une radio d'État, c'est la grande radio soviétique, où vous avez des gens qui font des espèces de petits comités en disant bon, celui-ci on va l'aider, celui-là, etc. Mais ils vont avoir des ennuis parce que j'ai vu que la CGT trouvait que le journal de Madame Léa Salamé n'était pas bon. Alors là, pour ceux qui auront choisi Raphaël Glucksmann contre la France insoumise, donc ça continue. Je veux dire, tout ce jeu-là continue et montrant une consanguinité assez stupéfiante aussi. Mais surtout montre que le service public a été privatisé à des fins politiques par des minoritaires. Je rappelle que quand Tocqueville dit que le risque de la démocratie, c'est la tyrannie des majorités, c'est l'aristocrate qui parle, Alexis de Tocqueville. Mais non, le risque, c'est la tyrannie des minorités. C'est-à-dire le Parti socialiste pèse combien ? 1,5%, 1,75, je crois. Quand vous payez 1,75 et pesez, vous pesez 1,75. Vous savez, moi, j'aimais les Girondins qui, pendant la Révolution française, il y avait 83 départements français, disaient Paris doit peser 1,83e de la représentation nationale. Eh bien, que le Parti socialiste pèse 1,75e des journalistes de France Inter et qu'il pèse 40% des journalistes sympathisants de la cause de Marine Le Pen, qui n'est pas ma cause, je le rappelle par ailleurs, et qui est, je ne sais pas, 10% ou 15% de la cause de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle le service public. J'étais il y a quelques jours à Rome et on m'expliquait qu'il y avait un service public qui donnait tant de minutes, les mêmes minutes à chaque parti politique dans chaque journal de 20 heures. Il disait c'est un peu ridicule parce que chacun y va de son élément de langage. Mais la diversité, c'est d'écouter tout le monde. Et puis sur des plateaux, d'inviter des gens qui ne servent pas de punching ball et qui soient susceptibles de défendre des idées. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on parle de cette violence politique aussi qui est dans toute la société. On a été frappé par la mort d'un jeune de 31 ans, un influenceur aux États-Unis, il s'appelait Charlie Kirk. Il a été abattu par arme à feu lors d'une de ses conférences. Ça a provoqué des réactions extrêmement importantes aux États-Unis. C'était un proche de Donald Trump. Et il y a des gens qui justifient le meurtre de ce jeune homme. Parce que c'est la faute de Donald Trump. C'est totalement surréaliste. On va juste écouter un tout petit extrait de ce qu'a dit Donald Trump après la mort de ce Charlie Kirk, et puis on va se demander si ce type de violence peut arriver chez nous.
Je suis rempli de chagrin et de colère face à l'odieux assassinat de Charlie Kirk sur un campus universitaire dans l'Utah. Charlie était un patriote qui a consacré sa vie à la cause du débat ouvert et du pays qu'il aimait tant, les États-Unis d'Amérique. Il s'est battu pour la liberté, la démocratie, la justice et le peuple américain. C'est un martyr pour la vérité et la liberté. Il est plus que temps que tous les Américains et les médias affrontent le fait que la violence et le meurtre sont les conséquences tragiques de la diabolisation de ceux avec lesquels on est en désaccord, jour après jour, année après année, de la manière la plus haineuse et méprisable possible. Et en France aussi, il y a des gens, Dominique de Villepin, qui disent « mais c'est de la faute de Trump si ce jeune homme a été tué ». Oui, oui, je l'ai entendu dire très précisément ce genre de choses. Alors bon, lui, il joue une carte politique personnelle. On voit bien que on ne sait pas trop ce qu'il a derrière la tête, mais enfin, les présidentielles, ça l'intéresse. Peser dans les présidentielles, ça l'intéresse aussi. C'est une prise de position politique de sa part, mais c'était une façon habituelle de renverser les responsabilités. C'est-à-dire, ça n'est pas un tueur qui est responsable du meurtre, c'est éventuellement les paroles d'un président de la République, mais d'un candidat à la présidence. Mais Biden, c'était guère plus intéressant non plus. C'est-à-dire que c'est très violent, les campagnes présidentielles. Et là, on a affaire à des violents. Bon, Trump est un violent, verbalement, mais il n'empêche qu'on peut dire des choses, c'est pas exactement la même chose que de tirer sur des individus avec des carabines et puis de les tuer, quoi. Non, alors ça ne se passe pas en France parce que les ventes d'armes ne sont pas libres. Mais sinon ça pourrait se passer en France. Bien évidemment, moi je pense que ça arrivera. Il y a déjà de la violence, on voit bien. Ça arrive aussi. Je veux dire, on se fait agresser dans la rue, verbalement, et on se dit, il y a des gens, on voit des images d'ailleurs, des jeunes filles, par exemple, Némésis, qui se font traîner dans la rue, tirées par les cheveux, et à un moment donné où il y aura des passages à tabac de journalistes, parce qu'ils sont journalistes. Et parce qu'ils sont journalistes du mauvais côté. Ça n'arrivera pas à Thomas Legrand, ça n'arrivera pas à Patrick Cohen, ça c'est évident, mais je crains effectivement que cette violence n'arrive un jour, puisque de toute façon le résultat de la conflictualisation souhaitée par Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Il n'y a pas de conflictualisation plus réussie qu'un passage à tabac ou que l'abattage d'un opposant politique. Michel Onfray, il y a aussi ce que je voulais évoquer à propos d'Israël. L'armée israélienne a mené une opération chirurgicale aérienne, frappe aérienne à Doha, au Qatar, pour limiter l'état-major du Hamas, des hommes milliardaires qui pilotaient à distance les opérations de l'organisation terroriste. Très très vive réaction internationale. Emmanuel Macron condamne cette intervention et dans le même temps, le même jour quasiment, il reçoit les familles de 5 otages israéliens et il s'apprête le 22 septembre prochain à reconnaître officiellement l'État de Palestine juste avant l'Assemblée générale de l'ONU. Est-ce que le fait de reconnaître cet État de Palestine est une solution pour vous pour résoudre ce conflit sanglant ? Sûrement pas aujourd'hui. Ça me paraît évident. Aujourd'hui, toutes les solutions sont bonnes, sauf celle-ci. Si effectivement il faut installer un État palestinien dont l'obsession est la destruction de l'État d'Israël à côté de l'État d'Israël, c'est même pas suicidaire, mais c'est assassin du moins. C'est suicidaire pour ceux qui consentirent à ce genre de choses, mais là c'est assassin. Donc on ne récompense pas le Hamas du 7 octobre en disant bon, finalement vous avez fait ça, c'est un mouvement de résistance, vous êtes les gaullistes de votre époque et on va vous donner un État et puis l'affaire sera réglée comme ça, vous aurez votre État. Non, c'est très compliqué de construire une cohabitation. Je rappelle d'ailleurs que si les gens allaient à Jérusalem par exemple ou à Tel Aviv, ils constateraient qu'à Jérusalem et à Tel Aviv il y a l'appel du muezzin, qu'il y a des musulmans, qu'il y a nombre de Palestiniens et que la cohabitation, elle se passe très bien entre les musulmans et entre les Palestiniens musulmans et les Juifs, les Israéliens. Et qu'il n'y a de problème qu'en face. C'est-à-dire que quand je suis allé, moi, dans les territoires palestiniens, je n'ai pas vu de synagogue. Au contraire, des mosquées qu'on trouve à Jérusalem. Donc il y a un certain type de cohabitation qui est possible ou pensable et envisageable. Moi, je ne suis pas jacobin. Donc je ne crois pas aux deux États. Je crois à la possibilité d'un État binational, si on veut aller un peu comme ça, mais c'est ce que Albert Camus proposait pour l'Algérie avec la France, en disant qu'on doit pouvoir, avec ce qu'il appelait des droits communes, c'est-à-dire les municipalités, si vous voulez, donner des pouvoirs municipaux, donner des pouvoirs à des régions particulières, et faire de telle sorte qu'il y ait un certain type d'autonomie, avec des compétences qui seraient données à des Palestiniens, des compétences qui seraient données à des Israéliens, sur une terre partagée,
en faisant de telle sorte que cette terre reste israélienne, c'est-à-dire que sur les questions de retour au pays, sur les questions de décisions qui seraient anti-israéliennes, il n'y ait pas possibilité de détruire Israël, puisque voilà, tant que les Palestiniens associeront leur cause à la destruction d'État d'Israël, puisque pour eux c'est le djihad total, final. C'est-à-dire que si vous détruisez Israël, et même avec une bombe atomique, voilà pourquoi il est dangereux de laisser les Iraniens construire une bombe atomique. La République islamique d'Iran. La République islamique, oui. Eh bien, là, si vous détruisez la totalité d'Israël, vous allez au ciel pour toujours. Donc c'est aussi un problème de théologie. Il faut que ça cesse d'être un problème de théologie, que ça devienne un problème de politique, et surtout qu'on ait des interlocuteurs palestiniens qui ne soient pas des islamistes forcenés, et qui soient des laïcs. Ils peuvent être musulmans, évidemment, mais qui soient des laïcs, qui comprennent que la religion ne doit pas guider le peuple. Allez, Michel, on va faire notre point philo que nos téléspectateurs et auditeurs attendent. Aujourd'hui, on va relire Étienne de la Boétie, écrivain, philosophe, humaniste, né en 1530 à Sarlat, en Dordogne, très ami de Montaigne, et qui est très connu pour son discours de la servitude volontaire. Expliquez-nous. C'était l'ami de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, un chapitre magnifique des essais de Montaigne, mais c'est un jeune homme qui écrit ce petit texte. Alors Montaigne a peur de ce texte-là, parce que Montaigne, c'est François Bayrou d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un centriste, il ne veut pas avoir d'ennui, il y a les catholiques, les protestants, etc. Et les protestants se sont emparés de ce texte-là contre les catholiques, et lui, il est plutôt légitimiste et du côté des catholiques, Montaigne, autant que faire se peut dans la pensée politique de Montaigne. Et il écrit un tout petit texte, avec une thèse extrêmement simple, d'où vient le pouvoir ? Et la réponse est extrêmement simple, du consentement que vous lui offrez. Il dit, si vous avez une statue qui est la statue de l'empereur, eh bien les pieds de cet empereur, de cette statue, ce sont des pieds en argile, c'est vous. Ne lui donnez plus le pouvoir à cet empereur et il n'aura plus le pouvoir. Plutôt que de dire attaquez-le ou je ne sais quoi, enfin, c'est une pensée extrêmement intéressante parce qu'il dit ne donnez pas le pouvoir à celui qui prétend l'avoir et il n'en aura plus. C'est pas quelqu'un qui invite à tuer, à décapiter, à massacrer, etc. Il dit il n'y a de pouvoir que parce que vous y consentez. C'est-à-dire que si effectivement il y avait eu un 10 septembre dans l'esprit de l'origine, c'est-à-dire en disant bloquer, ça veut dire ne soutenez plus. Évidemment, quand Mélenchon arrive, il dit pas du tout massacrez, détruisez, mettez le feu, etc., etc. Et c'est un tout petit texte extraordinaire qui a généré deux penseurs extrêmement importants, qui est pour le premier un philosophe qui s'appelle Thoreau, pour le dire à l'américaine, qui a écrit un discours sur la désobéissance civile, qui a lui généré une autre pensée qui est celle de Gandhi, qui elle a généré également la pensée de Martin Luther King, qui étaient des non-violents. Et la non-violence, elle s'enracine dans ce texte de la Boétie, voilà pourquoi ça m'intéresse. J'aime la violence de la non-violence, cette façon de dire vous n'aurez pas mon pouvoir, vous n'aurez pas mon consentement, vous n'aurez pas mon obéissance. Et à ce moment-là, dit la Boétie, si vous ne donnez pas, ça s'effondre. Et donc, vous n'avez pas besoin de tuer le tyran. Il dit, mais pourquoi ça dure quand même ? Il répond parce qu'il y a des prébendes, c'est-à-dire des avantages à soutenir le pouvoir. Et on voit bien quelle vie de Pacha a pu mener Jean-Marie Le Pen et quelle vie de Pacha peut mener aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et ses amis, simplement en étant sur cette position de « Oh, je ne suis pas d'accord avec ce pouvoir ». In fine, quand il faut voter pour lui, il vote pour lui tout de même. Mais donc, il faut comprendre que tous les pouvoirs ne sont pas que les pouvoirs d'État. Et quand il faut cesser de donner du pouvoir à l'État, il faut aussi cesser de donner du pouvoir aux syndicats. Il faut cesser de donner du pouvoir aux partis. Il faut cesser de donner du pouvoir à des gens qui, eux aussi... Mais concrètement, comment ? Parce que c'est une remise en cause de la légitimité de ceux qui nous gouvernent, en fait. Mais non, c'est une invitation à ce que le peuple soit le peuple et qu'il fasse son travail de peuple et qu'il puisse dire « je vote pour vous », mais en même temps, c'est ce qu'on appelle des mandats impératifs, je vous donne un mandat, mais je le reprends. Je ne vous ai pas élu pour que vous fassiez la politique qui n'est pas celle que je souhaite. Ça se traduirait comment ? Avec une élection tous les 6 mois ? Non, avec la possibilité de... Ça, c'est mon projet politique. C'est un projet girondin avec des parlements régionaux, avec des possibilités de voter pour des gens, mais également de les démettre. Et puis, vous pouvez très bien imaginer, comme ça a été dit après les Gilets jaunes, que des citoyens puissent solliciter, par exemple, le retour des élections. Si vous avez, je ne sais pas, dans un village de 500 habitants, 40% des gens qui le demandent, on refait une élection municipale parce qu'on dit au maire, mais on n'a jamais voté pour ce genre de projet. Vous êtes en train de nous trahir ou de nous tromper. Donc, c'est un système à la Suisse, un petit peu. Ah, mais j'adore, moi, la Suisse. Je trouve que la Confédération helvétique a des propositions a des pratiques qui devraient fournir des propositions pour la France. Notamment cette idée qu'il peut y avoir des communautés qui cohabitent. Vous avez des francophones, vous avez des gens des italianophones. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des votations. Et quand la votation, elle existe, on dit vous voulez ou vous voulez pas des minarets ? Et les gens votent. Et s'ils sont d'accord, il y a. S'ils ne sont pas d'accord, on obéit. Et il y a un grand respect pour la démocratie. Et un président qui tourne tous
lui tous les ans. Et d'ailleurs, quel est le nom du président de la Confédération? Personne ne le connaît. Il prend le métro pour aller au bureau. Et bien voilà, parce que la Confédération helvétique, elle est véritablement démocratique. Et je trouve que nous ferions bien de nous en inspirer, plutôt que de dire « oh, c'est un petit pays », c'est pas... Au contraire, c'est un très grand pays, un très grand petit pays. Très bien. Merci beaucoup, Michel Onfray. Je renvoie à Front Populaire, donc la gauche contre le peuple, les nouvelles résistantes. Puis on pense pas à Boualem Sansal, on a malheureusement fêté, si on peut le dire, non, pas comme ça, ces 300 jours de détention en Algérie. Oui, mais quand vous avez un Macron et puis un Mélenchon qui ont pris le parti de M. Tebboune et de l'Algérie telle qu'elle est actuellement, pauvre peuple algérien auquel je pense si souvent, eh bien, hélas, notre pauvre Boualem n'est pas sorti des geôles. 300 jours et on pense à lui et à sa famille. Merci beaucoup Michel Onfray, c'était passionnant. Moi qui vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine, il y aura beaucoup de choses. Il y a une journée qui sera aussi très importante la semaine prochaine. À la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.